Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnasore Les Murs ou les Bernardines se livre, tout simplement, à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on, évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontres, écriture, jeux, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Remonter le temps. Nous sommes en 2012. Il fait chaud déjà, sous la grande halle de la Villette à Paris. Philippe Decoufflet, chorégraphe, notre invité du son de la scène aujourd'hui, présente à l'époque, avec sa compagnie DCA, le spectacle Panorama. Je suis dans la salle. Nous sommes en 2023, il fait encore plus chaud, trop chaud d'ailleurs, ici à l'Opéra de Marseille, où Stéréo, dernière création de Decoufflet, s'invite sur les rives bouillonnantes de la Méditerranée. Un souvenir reste gravé dans ma mémoire comme le symbole peut-être du spectacle vivant. Alors je vous le livre. 10 ans plus tôt, donc à Paris, ces courts tableaux qui s'enchaînent devant mes yeux, tantôt drôles, burlesques, bizarres aussi, tendres, absurdes, émouvants, font le bonheur d'une salle comble et enthousiaste. Puis soudain, un rire. Celui d'un gamin, d'une gamine, peut-être, on ne sait pas précisément et au fond ça ne fait rien, crève le silence assourdissant du monde parfois franchement trop sérieux des adultes. Le petit, donc, rit à gorge déployée, ça résonne fort à l'intérieur de la grande halle de la Villette, et là, magie de l'immédiateté, tout le public, j'insiste, tout le public se met à rire en chœur, avec lui. Voilà donc mon moment de l'un des innombrables spectacles de Philippe Decoufflet. Le rire, la joie, le mouvement spontané partagé, croiser les disciplines, mélanger les genres, ne rien s'interdire, emmener la danse partout et pour tout le monde, c'est la force du travail de notre invité. Bienvenue à l'écoute du son de la scène. Nouvel épisode, nouvelle aventure pour partager encore et sans relâche. Bonjour Philippe Decoufflet. Bonjour. C'est une joie de vous avoir ici. Eh ben, écoutez, c'est assez étrange d'être reçu sur son lieu de travail, mais sur la scène de l'Opéra de Marseille. Voilà. C'est merveilleux, ça, quand même. Ouais, c'est assez bizarre pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout un lieu comme de radio, de confession. C'est un lieu de représentation. Là, on est dans un espace qui normalement transforme les corps, les images, les sons, des trucs un peu magiques, parce que c'est la magie du théâtre, qu'on est dans un beau décor, qu'on est dans un lieu qui est fait pour ça. Et voilà, c'est très bizarre d'y faire complètement autre chose. Et là, vous me parlez en regardant la salle, oui, justement. Oui, oui. Et il n'y a personne, heureusement. Je parlais de plaisir, de joie partagée, parce que vraiment ce souvenir que je viens d'évoquer, il reste très fort dans ma mémoire. Et donc on a décidé, et c'est une première pour nous, de doubler le plaisir, puisqu'on est 3 autour de cette table, avec Arthur Satan. Ça va Arthur, bonjour. Ça va mieux. Ça va mieux ? Ouais. Je suis en pleine forme. En fait. Bon, c'est super. Bon. Tant mieux. Musicien, compositeur, aussi sur la scène de Stéréo, dans ce spectacle. Bien sûr, donc on va continuer à en parler. Ça vous fait quoi d'être sur une scène, vous qui avez plutôt une guitare, un micro pour chanter, et d'être là dans un micro pour parler ? Des scènes, j'en ai fait quelques-unes quand même. Ah oui ? Par contre, être dans un opéra tout court, pour moi, c'est déjà bizarre. Pourquoi ? Parce que le rock qui s'invite à l'opéra, c'est étrange ? J'avais jamais joué devant des gens assis, par exemple, déjà. C'est marrant. Et c'est un chouette challenge, quoi. Ça serait bien d'arriver à les faire se lever, des fois des trucs comme ça, mais notre rapport au public, c'est nouveau. Ça fait quoi, du coup, là ? C'est marrant, je trouve. C'est vraiment étrange. Moi, essayer de provoquer des réactions avec de la musique sur un public, c'est toujours marrant, et c'est d'autant plus étonnant quand il est assis, de voir qu'il réagit vraiment. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, les gens assis, ils peuvent pas vivre vraiment de la musique. Et en fait, si, ils rigolent, ils écoutent, tu sens les fois où je vais devant, je peux voir que des fois, ça swing un peu quand même. Ouais. C'est vrai que vous approchez, en effet, du public pendant Stéréo. Une fois, vous descendez de votre piédestal, parce que vous êtes un peu surélevé dans ce spectacle-là. Comment vous est venue l'idée de travailler ensemble, du coup, Philippe et
et Arthur? Eh bien, je voulais faire un spectacle. Donc ça, c'est un spectacle post-confinement. J'ai eu envie, pendant le confinement, de faire un spectacle qui pète, qui soit sans histoire, qui soit quelque chose de musical, qui mélange physiquement la musique et la danse. C'était la première idée. Et puis ensuite, j'avais envie de travailler avec Louise, ma fille, qui est bassiste. Et puis j'avais envie de travailler avec Violette. On avait parlé de faire quelque chose d'assez rock. Donc j'étais dans cette idée d'essayer de faire quelque chose de rock. Et je me suis souvenu de drastique classicisme de Carole Armitage, qui est un spectacle qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et qui mélangeait physiquement, effectivement, des musiciens assez furieux et des danseurs assez furieux, et sortait de ça une énergie qui était débordante. Débordante et généreuse et nouvelle, et enfin ça m'avait marqué, et c'est quelque chose que j'ai jamais revu, qui se fait très peu, et donc j'ai eu envie de retravailler là-dessus, sur le mélange déjà physique de la musique et de la danse. Ensuite, il a fallu trouver des musiciens pour ça. Et des danseurs. Et des danseurs. Des danseuses. Et c'est là qu'il y a un travail un peu long. J'ai rencontré plusieurs chanteurs, guitaristes. Et puis un jour, je suis tombé sur Arthur. À Bordeaux? Parce que c'est plutôt on s'est là. rencontrés, non, banlieue parisienne. J'étais venu à Paris, ouais. C'est bon que tu dis chanteur, vu que je pouvais même pas chanter quand je suis venu. Pourquoi? Oui, mais j'étais assez inquiet, à vrai dire. Je croyais pas. J'avais vu que tu jouais bien de la guitare, mais comme j'avais vu une vidéo improbable de J.C. Satan, où tu hurlais, où le son est quand même assez punk. Non, je sais pas. Enfin, c'était très noise, très. Oui, après, moi, je pars du principe qu'il faut pas trop se fier aux vidéos quand on regarde des groupes. On manque. Donc, j'entendais pas la voix, quoi. Alors, c'était difficile de savoir en réalité. Et j'étais arrivé à cette audition. Moi, j'étais un peu en dilettante, quand même, j'avoue, parce que je m'étais dit, j'ai pas de voix. Je rentrais de tournée, j'étais presque aphone, je pouvais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais leur montrer, quoi. J'avais pas trop eu le temps de bosser. Et du coup, j'étais un peu en dilettante, mais j'étais curieux, quoi. C'est ça qui vous a plu? Le côté dilettant et la curiosité? Pas tant ça, que ça commence à faire un moment quand même que je travaille avec des musiciens, et je l'ai entendu jouer de la guitare, et j'ai compris tout de suite, quoi, que c'était bon, parce qu'il joue extrêmement bien. Il joue mieux qu'il parle, mieux qu'il fait le reste. Il joue extrêmement, ce garçon, avec une guitare. C'est ce qui sort, et c'est nouveau tous les jours, c'est toujours en place. Donc moi, je suis ravi. Moi aussi, je suis ravi, du coup, d'entendre ça, c'est super. D'autant que croiser la musique, le cinéma, le cirque, la mode aussi, chez vous, Philippe de Coufflet, c'est une... J'aime pas dire une habitude, mais un plaisir habituel qui fonctionne depuis des années. Croiser tout le temps, mélanger, souvent. Je fais ça depuis que je suis tout petit. En fait, je faisais des spectacles avec mes ours. Je leur faisais des costumes. Ils faisaient des trucs. Après, j'ai fait ça en colonie de vacances. J'ai fait ça... Puis j'ai eu la chance de faire l'école du cirque à 15 ans, de rencontrer des gens. C'est devenu mon métier très tôt, saltimbanque. Et n'étant pas un très bon acrobate, n'ayant pas le bon corps pour être un bon danseur, ne parlant pas très bien sur scène, enfin, j'avais un tas de handicaps qui faisaient que je sentais que j'allais être spécialiste de rien. Donc généraliste de tout. Je me suis toujours beaucoup intéressé. C'est un monde merveilleux pour moi, le théâtre. Un théâtre. J'ai grandi avec Les Enfants du Paradis, ce film de Marcel Carné, qui est magnifique, tout autour du théâtre. Et j'étais fan de Baptiste, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait une école de mime au début. Bref. Mais j'ai toujours monté des spectacles et j'ai toujours cru au mélange des arts et des choses, parce que je trouve que ça fonctionne bien quand on le fait par... je sais pas quoi, par amour, parce qu'on sent que c'est juste, ça marche en général. Et vous dites d'ailleurs, enfant, je rêvais de devenir dessinateur de BD. Ouais. Le dessin est souvent le départ de mon processus de création. Voilà, tout est presque dit, parce qu'il y a de l'enfance, en fait, dans ce que je lis de vous. Et c'est pour ça que je parlais de ce rire, de ce gamin. Non, mais c'est vrai, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je vois votre travail, c'est qu'il y a quelque chose de l'enfance. Raison pour laquelle je pense parler de ce moment sur votre spectacle Panorama à la Villette, où ce rire comme ça qui a résonné a fait ce qui fait le spectacle vivant, c'est se rassembler, se retrouver, comme quand on va à un concert de garage ou de punk, c'est d'être ensemble. Enfin, donc c'est peut-être quelque chose de l'enfance, non? Toujours? Vraisemblablement, en tout cas, ce spectacle qui fait référence à mes 25 ans, donc déjà il y a une espèce de voyage stéréo, dans le temps, c'est ça. Oui. Ouais. Comment on perd pas l'enfance, du coup, dans la création? En continuant à faire ce métier, le plus et en s'écoutant, non? Ok, c'est bien. Voilà. On va continuer à s'écouter alors. C'est bien.
Arthur Satan, le rêve d'enfant, du coup, c'était pas d'être dessinateur de BD pour vous? Si, un peu. D'être illustrateur aussi, je crois. Et tatoueur. Pas illustrateur, ça se voit. J'ai fait des études d'art à la base. Je dessine depuis tout petit, mais je fais aussi la guitare depuis que je suis tout petit. Mais à la base, moi, je voulais être paléontologue, en fait. Donc j'ai vraiment changé de carrière. Quand même. Moi, je voulais être hôtesse de l'air. Hein. Ça va pas mieux. Bon, c'est ce que je répondais dans les questionnaires. Je vais t'offrir un costume alors. Ça, je me le note. Ok, paléontologue. Pourquoi? J'adore les dinosaures et je les dessinais notamment. Mais après, je fais de la guitare depuis que j'ai 5 ans. J'ai un grand frère qui adorait le rock et qui avait des milliers de CD, donc il m'a vraiment un peu mis la tête dedans. Et j'ai toujours dessiné, quoi. Donc j'ai fait des études d'art, tout ça. Mais j'ai pas adoré, j'ai pas retrouvé justement ce sentiment d'enfance dans les études d'art que j'ai trouvé un peu formel. Un peu sérieux. Les concours, les trucs, et je me suis dit qu'on pouvait facilement apprendre un peu seul aussi, si on était assez curieux, se pousser à être curieux en tout cas. Du coup, j'ai laissé le côté le dessin, je suis allé tourner, faire des groupes, et après un jour, il y a Philippe de Coufflet qui m'a appelé. Et ouais, la classe quand même. Quand vous êtes ici sur la scène, là où on est de l'Opéra de Marseille, en tout cas pour Stéréo à Marseille, vous n'êtes pas tout seul, loin de là. C'est quand même génial de travailler j'imagine, en collectif, à la fois avec des danseurs, des danseuses, circassiens aussi, hein, parce qu'il y a certains des danseurs qui ont vraiment un corps et des mouvements et des gestes de circassiens, et d'autres musiciens, et un chorégraphe. C'est la force de l'ensemble quand même, non? Ah oui. Moi, j'ai eu un peu peur au début parce que j'avais l'impression que ça allait être une somme de travail et moi, j'aime pas du tout travailler. Ah bon? Pour être paléontologue, faut bosser en même temps. Mais c'est pour ça que je l'ai pas fait. Et j'étais nul en maths aussi. Mais j'avais un peu peur de ça. Et en fait, ce qui est cool, et quand vous parliez d'enfance ou un truc comme ça, c'est que ce que je retiens, moi, c'est plutôt d'avoir constamment de la curiosité sur comment les choses se font. Et par exemple, faire de la musique, en fait, avec des danseurs, ça implique de plus penser la musique sur le temps tel qu'on le fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on a des mesures qu'on connaît. Et là, maintenant, on doit compter des mesures vraiment étranges, pas naturelles. Et on doit se trouver des sortes de points d'accroche visuels sur les danseurs, sur ce qu'ils font. Et c'est une autre façon totalement d'aborder la musique. Plus on est dans le spectacle, plus ces repères-là nous poussent parce qu'il y a des trucs qu'on aime bien voir, qui nous donnent envie d'attaquer un peu différemment un refrain, un couplet. Donc ça, c'est super. Et c'est du coup, étant donné qu'on a fait pas mal de conduite et tout, pour le coup, la curiosité, elle est tout le temps là, quoi. On est toujours curieux de voir comment quelqu'un va réagir sur un spectacle ou quoi. Et ça, c'est le rapport que j'aime bien garder quand je pratique de l'art, quoi. C'est un spectacle qui change, qui se modifie au fur et à mesure de la tournée, qui a déjà beaucoup changé. Quand il y a des changements de conduite, oui, c'est ça, c'est l'ordre du spectacle que j'ai cherché pendant un bon numéros, moment. C'est ça? Peut-être des tableaux? Pas vraiment des numéros, mais avec, oui, il y a, je sais pas, un changement d'ordre. Il y a 25 tableaux, là, quelque chose comme ça, et on peut jouer avec, peut-être un peu moins d'ailleurs, mais on peut jouer avec... Donc je cherche des combinaisons à l'infini. Là, ça s'est posé depuis un petit moment. Et ça s'appelle du... Bientôt, ça va rechanger. Ok, ça s'appelle du jeu. Donc on est quand même encore dans jouer, c'est dans l'enfance. Ouais. D'ailleurs, les enfants jouent de moins en moins. Il y a une étude qui a été sortie il y a quelques semaines et c'est pas sans conséquence de moins jouer pour la suite, par exemple. La télé, c'est moins ludique. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et il y en a dans de plus en plus de pièces, de plus en plus de maisons, quoi. C'est vrai. Je revenais juste sur ce que disait Arthur, ce qui était intéressant sur le décompte, compter, décompter la musique et en danse pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément les coulisses de la chorégraphie. C'est vrai qu'il y a des mesures, il y a une manière de compter quand on bouge. C'est-à-dire, il y a déjà, on peut décider comme Merce Cunningham que la danse et la musique sont indépendants et présenter les deux choses en même temps et voir ce que ça donne. Merce Cunningham qui a été une inspiration immense pour vous. Hein, ça a été Philippe. Un super prof. J'ai étudié, je dansais à son école à New York. Et c'était super. Donc j'ai appris avec lui, mais lui c'était vraiment ce parti pris de deux choses indépendantes et ça fait très art contemporain et parfois c'est génial et parfois c'est quand même bizarre. Et moi je suis plus classique dans le sens où je trouve que la danse et la musique ça peut faire une seule chose quand c'est bien mélangé. Et donc j'ai besoin, je fais des choses, je construis des tableaux, j'écris les danses pour que ça réponde à la musique de manière assez forte, quoi. Donc c'est important les structures, les tempos,
Là, c'est un des soucis qu'on a. Les tempos fluctuent, évidemment, parce que c'est de l'art vivant. Et qu'on a des musiciens qui viennent du rock et qui travaillent pas au métronome. Donc, c'est ce qui pour vous les plaît danseurs, aussi. c'est sensible. Bien sûr. Pour les danseurs, c'est sensible. Ça peut changer des choses, notamment quand on a des gens sur pointe, avec des difficultés techniques ahurissantes. Où là, la contrainte fait partie quand même de la danse. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Arthur. Donc oui, c'est important la musique. On apprend, quoi. Nous, c'est juste qu'on est encore plus vivants que les autres, c'est pour ça que... Et moi, j'aime bien les structures musicales bizarres. Hein. J'aime les musiques à 5 temps, à 7 temps, les breaks au mauvais endroit. J'aime bien chercher, sinon c'est quand même un peu ennuyeux. C'est sûr que dans ce que je connais de votre travail, Philippe de Coufflet, il y a quelque chose du décalage qui est très agréable, en fait. Décalé constamment, jusqu'à arriver presque à parfois à la chute, quoi, ou à la fébrilité, ou à l'absurde, au burlesque. Et peut-être que ça répond à ce que vous venez de dire aussi, continuer même en musique et en danse à chercher ce décalage. Parce qu'un décalage, tous les éléments participent à ça. Il se cherche, il nous arrive parfois dans la vie, mais ça vient souvent en fait, les trucs marrants viennent souvent d'erreurs en répétition. Il faut être toujours attentif aux erreurs. On faisait le lien entre la musique et la danse. Je voudrais qu'on revienne sur un artiste pour qui j'ai une admiration sans borne, c'est David Bowie, qui doit sûrement, Philippe de Coufflet et Arthur Satan, être un lien aussi entre vous. Vous avez travaillé sur l'exposition consacrée à Bowie en 2015 à la Philharmonie de Paris. Vous avez même fait une création autour de cette exposition, autour de Bowie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, David Bowie? Parce que c'est un garçon qui a tellement croisé, lui aussi, à la fois la mode, à la fois les genres. C'est une icône, une icône du rock, du pop rock, du rock. Il a traversé plusieurs époques d'ailleurs, donc c'est difficile. D'abord, c'était David Jones. Et oui. Quand il faisait du pur 60s de base dans les années 60, avant qu'il se crée un peu le personnage, quoi. Avant Ziggy Stardust, oui. Ah ouais, bien avant. Ouais. C'était même en 65. Oui, c'était de la guitare acoustique aussi. Ouais. Vachement acoustique et très très swinging London, typique anglais. En fait, il n'était pas super connu pour ça. Il avait sorti ça d'abord et ensuite, c'est vraiment le glam, un peu le rock. Le glam rock. C'est le glam rock. Il a révélé, vraiment. Ouais. Et c'est ça qui, Philippe, vous disiez, c'est ce... En tout cas, j'ai eu la chance, effectivement, il y avait cette expo Bowie qui venait en France, et j'ai eu une commande d'une création sur Bowie, et c'était une autre tentative, effectivement, de mélange la physique de musique et danse, puisqu'on avait un orchestre la plus important, et puis il y avait du monde. Et effectivement, on a trouvé sans aucune difficulté une quinzaine de tubes énormes à mettre bout à bout. Donc il a quand même écrit beaucoup de choses très très fortes et qui traversent en plus d'un point de vue esthétique plusieurs périodes, plusieurs époques, donc c'était super à traiter. Et moi j'ai beaucoup insisté sur le premier disque là, dans lequel il y a un voyage sur Mars sidéral, ouais. Et donc il y avait beaucoup d'aériens dans mon spectacle, il y avait des vols et ça volait beaucoup et c'était splendide. Donc oui, c'était un grand plaisir de travailler là-dessus. Je regrette juste, il était vivant à l'époque, qu'il ne soit pas venu. J'aurais bien aimé qu'il voie ça. D'autant que chez Bowie, il y a aussi l'importance du style, enfin du glam quand même, et des costumes. Ouais. Chez vous aussi, c'est important. Là, en tout cas, on a joué avec ça. Il y a un moment un peu glam. Ouais. Mais on est moins... On en parle, on peut le raconter. Chic, puisqu'on est à la radio, il faut le raconter. Il faut donner des images. Ce moment-là, glam. Alors, dans stéréo. Qu'est-ce que c'est? On a un morceau sur le Roxy Music, quoi. Ou le T-Rex. Le T-Rex aussi, ouais. Galilon. Ouais, donc T-Rex, c'est une reprise de Galilon, qui est plutôt pas mal. Les danseurs sont les musiciens. On a 3 musiciens, donc, sur leur podium, des podiums qui bougent. Puis à ce moment-là, quand ils ont le temps de changer, quand ils ont le temps de sortir se changer, ce moment au costume à paillettes et tout. Les danseurs sont à paillettes. Et on a Violette, danseuse étoile, qui fait un sublime solo devant, assez sur sensuel. Pointe. Pas à ce moment-là. Non. Pas à ce moment-là. Là, elle n'est pas sur pointe. Ah non, c'est vrai. Et les autres, on a des choristes qui sont de plus en plus furieux, qui veulent devenir des vedettes. Et puis, on amène finalement le guitariste à l'avant-scène.
Il y a une espèce de danse de cheveux. Violette va hurler dans le micro à la place d'Arthur. Descendu devant. Ça passe du glam, mais il y a quand même d'autres petites petits passages dedans quand même. Il y a un petit passage métal, mais on joue avec les styles constamment. On va même jusqu'au voguing, hein, d'ailleurs. Ah bah si. Ah oui, avec dans Eléa, stéréo, bien sûr. Qui danse avec les talons. Bien. En tout cas, on mélange les styles. Ça, on mélange les styles de danse beaucoup, puisque donc il y a Violette qui sait vraiment tout faire. Aurélien, lui, effectivement, il vient de l'acrodance. Hein. Il a fait une école de cirque, il est belge, et c'est un excellent acrodanseur, très souple et qui fait quelques tricks qu'il est le seul à faire. Donc, il est vraiment très très fort. Il y a Baptiste qui lui est plutôt un acteur qui vient du théâtre, donc qui est quand même presque un clown, mais danseur, mais un peu danseur d'occasion, quoi. C'est ça. Et il y a Vladimir qui est un jeune grand danseur qui fait des sauts gigantesques, et il y a Eléa qui vient effectivement plus de la street dance et qui effectivement est du vogue et de toutes ces choses-là. Donc il y a un mélange de styles, mais ça c'est un choix au départ. Je voulais qu'il y ait plein de couleurs. Mélanger des corps aussi. Et mélange de corps, des corps très différents, des grands, des petits. Ouais. Bowie, Arthur, pour vous, musicien, compositeur, donc la réponse va être probablement différente que celle de Philippe. Non, après c'est sûr que c'est une icône, mais après lui là aussi, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt des mecs comme Bowie ou Iggy Pop qui étaient quand même vachement potes, ou Lou Reed. En fait, ils ont tous des périodes assez atroces quand même dans leur carrière, où ils font n'importe quoi, de la mauvaise musique, pour moi en tout cas. Beaucoup de drogue. Mais dans les années 80, il y a des trucs comme ça. Et autant on va voir Lou Reed disparaître, Iggy Pop s'effondrer. Bowie, il va pas bien. Et même dans les pires moments, c'est quand même lui qui va soutenir les autres, qui va leur enregistrer des disques. C'est quelqu'un qui, à travers le temps, même dans les périodes les plus nulles artistiquement parlant, il perd jamais son aura. En fait, de la personne qui est David Bowie, ça reste une espèce de personnage hallucinant. Et ça, c'est quand même assez rare, je trouve, en art, de pas s'effondrer avec son art, par exemple. Il y a beaucoup de gens c'est un personnage qui dépasse même, qui transcende ce que lui est capable de faire, alors que beaucoup d'artistes sont un peu tenus par ce qu'ils arrivent à produire, quoi. C'est une question qu'on pose dans chaque épisode de ce podcast, le son de la scène, à nos invités. Donc là, vous me donnez la main pour vous la poser. Qu'est-ce qu'un artiste, alors ? Est-ce que vous venez de donner la définition, Arthur ? Non, mais c'est intéressant parce qu'on l'a jamais eu celle-ci. Quelqu'un qui ne s'effondre pas, si je reformule, avec son art et qui est toujours en capacité de sublimer, en fait. Moi, personnellement, j'aime pas. Enfin, le définir, c'est absurde. Je trouve que c'est presque un. J'ai pas dit le catégoriser, hein. Non, mais essayer de dire. J'ai dit donner votre définition. Essayer de dire ce que c'est. Pour moi, c'est presque un truc qui va, comment dire, un peu. Frustrer les gens ou des gens qui se croient pas artistes ou qui ne croient pas, ils tenteront pas parce qu'ils vont pas se retrouver dans une définition, quoi. C'est absurde, c'est un truc ouvert, n'importe qui il est. Moi je trouve que c'est un peu d'audace, quoi, déjà. Il faut s'écouter, faire ce qu'on a envie de faire. N'importe qui peut arriver à faire ça, c'est pas que technique. C'est vraiment un truc. Pour moi, c'est de l'audace, quoi. C'est pas toujours facile là, dans le monde tel qu'il est d'arriver à décider de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est peut-être ce que je trouve le plus proche d'un artiste, quoi. Vu que le monde n'est pas vraiment fait pour les artistes, moi je trouve. Aujourd'hui, oui. En particulier. Ouais. Philippe ? Non, pareil, j'aurais du mal à donner une définition. Ce qu'Arthur vient de faire, par ailleurs, sans vouloir le faire. Ce que je peux dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours monté des spectacles depuis que je suis gamin, et j'ai la chance d'avoir réussi à vivre de ça. Correctement, d'avoir eu du succès. C'est quand même j'ai de la chance. Et c'est considéré comme un métier artistique, ce que je fais. Donc, je suppose que je suis un artiste. Vous supposez bien. Philippe de Coufflet, je reviens quand même à... C'est une vraie définition, tout ça. Oui, c'est une vraie définition. J'aurais dû y penser. Ouais, Elle était vachement bien, la vôtre, Arthur. Je découvre ce monde, moi, je savais pas. Je reviens quand même à ce que vous disiez, j'ai de la chance. En effet, j'ai eu du succès. J'ai revu les images d'Albertville. Les Jeux Olympiques en 1992. Aujourd'hui, avoir fait la cérémonie de clôture et d'ouverture avec autant de gens, parce que vous disiez, on était beaucoup sur scène à la Philharmonie, mais là... Oui, là, il y avait 4 ou 5 000 personnes. Voilà. Comme là, aujourd'hui, quand vous retournez, si je vous mets les images là, mais vous les avez en tête, bien évidemment, qu'est-ce que vous vous dites ? D'abord, je me retourne pas souvent. Oui, c'est intéressant, ça. Je les ai pas beaucoup revues, ces images.
J'essaie d'avancer, moi, toujours. Je sais que je fais un métier, c'est le côté terrible de ce métier, c'est qu'on fait des choses, arrive à réunir plein de gens, à travailler sur des projets extraordinaires, humainement, parfois artistiquement, c'est réussi, etc. Et puis, ça se joue, et puis quand on a fini de jouer, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc là, il y a eu une captation télévision qui vaut ce qu'elle vaut, mais à mon avis, il reste déjà même pas la moitié, un quart, je dirais, de ce qu'on pouvait avoir comme émotion quand on le voyait pour de vrai. Et puis ces images-là, elles disparaissent aussi, donc c'est essentiellement dans la mémoire des gens. Voilà, il faut recommencer sans arrêt. Donc voilà. En tout cas, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là parce que on peut pas souvent faire des projets énormes avec autant de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être très différent. Aujourd'hui, le marketing est présent. Là, c'était encore une période un peu enchantée. Et puis, j'étais le premier à faire un vrai spectacle un peu créatif pour une cérémonie d'ouverture. Jusque-là, il y avait les Chinois et les Russes qui faisaient des défilés militaires. Et puis, c'est tout. C'est ça. Parce que c'était pas du tout obligatoire. Et je pense d'ailleurs qu'ils devraient relire et voir que c'est pas obligatoire de faire un spectacle. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de cérémonies où c'était pas vraiment la peine. Ils auraient pu juste se faire les remises de drapeaux de manière sobre, chic. Et en même temps, je pose la question et je vous la pose à tous les deux. Parce que oui, vous êtes des artistes. Je vous l'apprends, non, je vous l'annonce. C'est que la poésie, elle devient nécessaire, là. Elle a toujours été nécessaire. Oui, mais je crois qu'elle devient urgemment nécessaire, non ? C'est une question ouverte. Moi, je suis d'accord, ça a toujours été le cas. Après, si les gens réalisaient que dès le plus jeune âge, maintenant, en fait, si on inscrivait dans la société le principe que la culture est juste nécessaire pour vivre, en fait, quoi. Oui, c'est ça, vital. Pour être intelligent, en fait. On a besoin d'un peu de culture, quoi. On a besoin de se nourrir. Si on pensait à ça dès le début, on aurait quand même déjà vachement moins de problèmes. Donc, ça va bien au-delà de la poésie. Ça peut être des choses même pas forcément douces, on s'en fout. L'important, c'est de s'enrichir intellectuellement. On réfléchit mieux quand on a plus de choix, quoi. On a plus de choix quand on a un peu de culture, quoi. Quand je parlais de poésie, c'est parce que si on revient un peu à l'étymologie, c'est le mouvement, en fait, en grec. Donc c'est intéressant pour un chorégraphe aussi. La poésie, c'est le mouvement. Comment vous le voyez comme ça ? Est-ce que vous le voyez comme ça, toujours ? La danse, c'est un espèce d'art poétique. Absolument. De toute façon, donc, oui. Ouais. Et donc c'est nécessaire d'inscrire la culture au patrimoine mondial de je ne sais quoi, de l'humanité. Je ne vais pas faire de la politique à deux balles, mais aujourd'hui, il n'y a plus que le pognon qui compte, donc le monde était de plus en plus rude. Peut-être qu'il faudrait écrire des petits poèmes sur les billets de banque. Ouais, ça c'est une bonne idée. C'est peut-être le point de départ d'un prochain spectacle, non, Philippe ? Le lien aussi entre j'allais dire, les rassemblements, parce que c'est pour ça que je pensais aux Jeux Olympiques, notamment au Festival de Cannes aussi. Vous avez participé à la 50e édition, c'était ça, du festival, Philippe de Coufflet. Vous avez fait des films aussi. Vous avez travaillé presque tous les arts, si je ne m'abuse, d'ailleurs. Est-ce que c'est une manière aussi de toujours se renouveler, en fait ? De tout oser, de tout aller explorer, parce que Arthur parlait d'audace et de curiosité. Et c'est ça, peut-être. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme je suis spécialiste de rien, je m'intéresse à différentes choses. J'essaye d'être, effectivement, je suis un peu généraliste. Et au poste qui est le mien aujourd'hui, qui est entre chorégraphe, metteur en scène, directeur artistique et tout ça, j'ai besoin de ce savoir-là. Et ça m'intéresse. En plus, ça continue à m'intéresser parce qu'il y a plein, justement, c'est assez multiple. Ouais. Voilà. Et une question de mouvement et de désir en perpétuelle reconstruction, j'imagine aussi. Oui, mais aussi parce qu'on est confronté. Cet opéra ne ressemble. J'ai vu des centaines de théâtres dans ma vie. Et il est différent de tous les autres et il a des contraintes qui sont les siennes. Donc on a toujours besoin. Ici, il y a une pente de 3%, par exemple. Oui, d'ailleurs, je penche un peu vers la gauche là sur mon micro. L'un de nos ennemis en ce moment. Parce que pour le spectateur, c'est beau, mais pour les danseurs, les musiciens, c'est extrêmement déstabilisant d'être sur une pente. Ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est ce que le public ne voit pas et ne doit pas voir, d'ailleurs. C'est la conception ancienne du théâtre. Ça se fait plus du tout, mais il y a encore pas mal de théâtres. Celui-ci, il a été construit quand ? Il y a une centaine d'années. Il a 100 ans, ce théâtre, non ? Un peu plus, même, hein ? Ouais, un peu plus. Je dirais 19e. Ouais. Un peu plus, non ?
Enfin bon, en tout cas, c'est une contrainte que... Ça, c'est la déco, c'est les années 30. Quoi. Je regarde l'équipe du son de la scène et des théâtres, ils vont faire une petite recherche sur la date, comme ça on ne dira pas de bêtises. D'ailleurs, les théâtres, Philippe, vous avez présenté plusieurs spectacles ici, dans la région. Ouais. Avec et d'ailleurs, on joue à Dominique Bluzet. Zut, j'ai pas pris les dates, mais on joue à Martigues en octobre, en novembre, à la fin de l'année, on joue à Martigues. Vous revenez dans la région. Mais oui. Octopus en 2011, Panorama en 2014, Contact en 2016, Nouvelle pièce courte en 2019 et Shazam qui n'a pas pu se faire pour cause de 2021. On le sait, on va pas le redire, hein, ce qu'on a traversé. Quel lien avez-vous avec les théâtres ici ? Ou avec la région, ou avec les deux, d'ailleurs ? Fichtre. On n'a pas cassé le décor, tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, j'ai vécu à Aix quand j'étais petit, pas très longtemps, mais ça fait partie des endroits où j'ai habité. On a beaucoup bourlingué avec mes parents quand j'étais gamin. Mais Aix, en Provence, reste un très bon souvenir. Il y avait un carnaval encore à l'époque, merveilleux. Et donc c'est une de mes premières joies. Et un des premiers moments où je me suis dit, j'aimerais bien faire les grosses marionnettes. Ça, c'est un des métiers qui me plairait. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Vous êtes petit ? 6 ans. Mais ça me plaisait, quoi. C'était, je veux dire, ce monde-là, il a l'air bien, quoi. C'est quand même ça, les danseurs, c'est des grosses marionnettes, en fait, c'est ça ? On a une autre définition. Voilà. C'est beau, ça. Arthur, vous, c'est Bordeaux, plutôt, votre terrain de jeu Ouais, maintenant, ouais. Oui, depuis une vingtaine d'années, quoi. Mais moi, je viens de la campagne, pas très loin de Bordeaux. Mais comme c'est la campagne, ça fait toujours loin de Bordeaux, en fait. Et ouais, je sais pas, j'avais de la chance, j'ai une famille assez cool qui s'intéresse à plein de choses, donc sans avoir à bouger beaucoup, j'avais pas tant voyagé ou quoi, mais j'ai pu découvrir plein de choses assez cool. Marseille, Aix aussi ? Non. Vous connaissiez pas ? Non, c'est moi Stéréo qui vous a amené. C'était Pays Basque. Si, non, mais je connaissais. Après, moi, avec le temps, quand j'ai fait de la musique, on a tourné partout. On est allé en Chine, aux États-Unis. Ouais. On a fait plein de trucs. Donc, Marseille, je connais même. Je connais plutôt la ville d'un point de vue plus spécifique, on va dire. C'est-à-dire ? C'était vraiment. Moi, je venais des trucs assez punk et tout ça. Donc, j'ai passé plein de concerts à l'Entropie, pour ceux qui connaissent, à l'embobineuse, à la machine à coudre. Toujours. Des trucs comme ça, ouais. Et nos potes sont toujours là-dedans et tout ça. Donc moi, je connais plus ce coin-là. Marseille alternatif, le Marseille rebelle, c'est ça ? Ouais, il y avait. Pour le rock et le punk, c'était une ville assez étrange parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas trop de scène, une scène vraiment forte comme il y a eu à Bordeaux, comme il peut y avoir à Perpignan, des trucs comme ça, dans le rock, punk, garage. Mais en fait, ils avaient une scène un peu pop, punk, hyper bien, avec des labels qui sortaient plein de disques. Des labels indépendants aussi. Marseille est une ville d'indépendance, hein, ça, on le sait, et ça se voit, ou ça se voit pas forcément de l'extérieur en musique, mais ça se sent quand on y... Ça se sent largement, puis tu le vois au lieu, tu vois aux gens les gens qui gèrent ce monde-là, l'indépendance, qui gèrent, personne le gère justement, mais les gens qui participent à ça, ils sont hyper motivés, quoi. Il y a plein de trucs tout le temps. Ouais. Mais il y a de la motivation dans Marseille, moi je trouve. Ouais, il y a de l'énergie, ouais. Il y a du mouvement. Ouais. Oui, il y en a, ça je voulais. Donc il y a de la poésie. Donc il y a de la poésie, joli. On arrive à la fin de cet échange tous les trois parce que continue à travailler, parce qu'on est vraiment sur la scène de l'Opéra de Marseille, hein, je le rappelle. Donc il y a encore une représentation ce soir. Avant de vous éloigner des rives de chez nous, de la Méditerranée. Juste peut-être finir sur la question des décors aussi, parce qu'on parle peu finalement des décors, des coulisses, alors peut-être de ce spectacle stéréo ou d'autres, de ce qui se joue derrière ce que le public voit. Et je voulais qu'on boucle cette boucle avec la question du travail, parce que vous avez commencé en disant, Philippe de Coufflet, qu'ici c'était étrange de faire une émission de radio, dans la mesure où c'est là que tout se oui, c'est une cage de scène. En plus, on est à l'intérieur, donc on voit justement les boutons, les fils, les échelles, les cintres. On voit les ficelles, entre guillemets. Ouais. On voit tout ce qui est derrière, et oui, c'est un outil, un théâtre. Donc à chaque fois, monter un spectacle, c'est un travail d'équipe. Et moi, je suis assez fidèle. J'essaye de monter des équipes solides, fortes. Donc, il y a Bégonia qui gère l'équipe technique, qui prépare. D'abord, on travaille sur plan. On choisit, on sélectionne, parce qu'on ne peut pas jouer partout avec un décor pareil et avec les contraintes qui sont les nôtres. Donc déjà, on essaye de trouver les bonnes salles. Donc il y a tout un travail sur plan qui se fait pour essayer de voir comment ça rentre.
Et maintenant, c'est de plus en plus précis. Avec la technologie a un peu progressé, c'est de plus en plus précis. Donc, en général, il n'y a pas trop de marge d'erreur. Surtout quand le décor est très... Celui-là, donc, il est très structuré. C'est Jean Rabès qui a fait ça, avec qui je travaille par intermittence, mais depuis Albertville, il avait travaillé dessus. Puis il est décorateur de cinéma, essentiellement, maintenant. Mais avec nous, il fait encore des trucs. Donc, il a conçu cette espèce de décor qui est entièrement à angle droit. Il n'y a pas une diagonale dedans. C'est la spécificité du décor. Pour quelqu'un qui fait pour quelqu'un Arthur qui fait du punk et du rock, il n'y a pas d'angle droit. Tout structurer les Moi, j'ai plus souvent pris les diagonales. C'est pas triangulé, c'est dingue. Il n'y a pas de diagonale. Et tu le remarques juste là ou Non, j'ai mais je l'ai remarqué pendant la construction. Non, mais je suis très observateur pour ces trucs-là. Je rigole, je me permets. Et quoi ? Et donc, il est essentiellement rouge et noir, non ? Avec du blanc, de l'or, de l'argent, des miroirs, des lumières paillettes accrochées partout. Donc, il y a de la lumière accrochée et sur les décors, et dans les cintres, et sur les côtés, et devant et derrière. Et tout ça, ça se règle. Ils arrivent, il y a au moins... Ici, il y a eu 2 jours de montage. Ouais. Mais parce que c'est aussi les contraintes d'un opéra. Mais il y a eu 2 jours de montage technique, justement, pour installer le décor, monter toutes les lumières, monter le son, puisque la musique est live, la musique est entièrement live. Donc on a quand même 3 musiciens, plus une tribu de choristes qui jouent, ça se déplace. En plus, les plateformes sont mobiles, donc tout ça n'est pas simple. C'est quoi le prochain... Pardon, Arthur ? Non, je confirmais. C'est quoi le prochain rêve d'enfant de vous deux ? Il y en a un comme ça ? Après, j'ai une dernière question à vous poser. Arthur. Moi, je suis assez content. Là, je les pratique. Là, je vais enregistrer un disque cet été à mon prochain truc solo. Solo, ouais. Et si j'ai le temps, peut-être pour d'autres groupes aussi. Donc ça, c'est mes rêves. Je l'ai fait déjà, donc je suis content. Super. Je suis plutôt content en général. C'est bien, restez-le. Philippe ? Ensemble, on a la suite de ce spectacle. Et là, bientôt, on fait l'ouverture des Nuits de Fourvière. On rajoute une section de cuivre, un clavier, 2 danseurs. Donc là, ça va être encore une nouvelle étape dans la vie de ce spectacle, qui sera une version de luxe, de super luxe. Ça, c'est vraiment cool. De stéréo. On a hâte de voir la version super luxe. Merci beaucoup à vous deux. J'ai un dernier mot. Je voulais qu'on finisse cet échange en musique. Alors, j'aurais pu choisir une chanson. J'aurais choisi Oh Darling des Beatles, évidemment, parce qu'elle est dans stéréo, mais je l'adore. Est-ce que vous arriveriez, comme ça, pour le son de la scène, à choisir une chanson commune pour qu'on termine en musique cet entretien ? Commune. Oui, commune, messieurs. Mais là, d'un coup, comme ça, sans je discuter avant... J'aime vous prendre au dépourvu en même temps. C'est charmant. Je vous remercie. Vous pouvez en discuter, hein ? On a encore 2 minutes. Dans des trucs que tu avais... Moi, j'adore... qui était une de tes propositions, mais c'est un morceau que j'adorais. Et donc, je trouve plus le nom, ni le groupe. Ça va c'est pratique. Non, mais qu'on a joué... merde. Le mec qui a fait Sex and Drug and Rock'n'Roll. Yann Dury. Le Yann Dury, ce morceau écrit sur son père, là, moi je l'adore. Trevor, je sais plus, ça y est, j'ai oublié le titre aussi. C'est le morceau de reggae qui est dans Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ouais, et moi j'aime pas le reggae, et j'adore ce morceau. Parce qu'il est excellent. Parce qu'il est incroyable. J'avais bien, quand tu l'avais proposé, j'avais adoré le jouer, justement. En plus, il se prête. C'est quand même dur de jouer, d'enchaîner Beatles, T-Rex, Roxy Music, les trucs qu'on écrit, tout ça, qu'à 3. Sur scène, 3, c'est le minimum du rock, quoi, vraiment. Enfin, on a vu qu'on peut faire des groupes à 2, mais basse, là, ça devient une guitare, spécificité. oui. Mais basse, batterie, guitare, c'est le minimum, mais t'as toujours besoin d'arranger pour jouer du Beatles, t'as besoin d'une autre guitare ou d'un piano. Et le Yann Dury, par exemple, c'est un morceau parfait à 3. La basse, elle fait des lignes hallucinantes qui créent et de la rythmique et de la mélodie. Et la guitare, elle vient juste poser les accords qu'il faut, hyper simple dessus. Et le chant est super beau, et il raconte un truc sur son père, c'est hyper beau. Là. C'est vrai, puis on n'écoute pas assez Yann Dury, ça passe plus beaucoup. C'est vrai. Ouais. On prend celle-là, alors ? Allez. Enfin, si t'es OK. Mais oui, tout à fait OK. Et puis il a écrit Sex and Drugs and Rock'n'Roll, et ça va très bien avec ce spectacle. Merci beaucoup Arthur Satan, merci Philippe Decoufflet d'avoir accordé un peu de temps au théâtre et à ce podcast Le Son de la Scène, et je vous dis à très vite sur une autre scène, qui sait, ailleurs. Merci à vous deux. Merci. Double decker, move along.
double-decker move along, my old man. Later on he drove a roller, chauffeuring for foreign men. Dropped his H's on occasion, said go blimey now and then. Did the crossword in the Standard, at the airport in the rain, at the airport in the rain. My old man wouldn't ever let his governors call him Billy, he was proud. Personal reasons make a difference, his last boss was allowed. Perhaps he had to keep his distance, made a racket when he rowed, made a racket when he rowed. My old man, my old man, my old man was fairly handsome, he smoked too many cigs, lived in one room in Victoria, he was tidy in his digs, had to have an operation when his ulcer got too big, when his ulcer got too big. My old man. Before we'd done much talking, relations had begun. All the while we thought about each other. All the best mate from your son, all the best mate from your son. My old